Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK en partenariat avec la MNT, la Mutuelle Nationale Territoriale, qui, je le rappelle, s'il en était besoin, est la première mutuelle des agents des services publics locaux en santé comme en prévoyance et qui accompagne ainsi les agents et les collectivités et protège plus d'1 million de personnes. La MNT parraine un cycle de webconférences sur la PSC, dont celle-ci consacrée aujourd'hui plus particulièrement à la protection sociale complémentaire comme outil de management, d'attractivité et de dialogue social. Une précédente conférence de ce cycle MNT portait sur le décryptage et la mise en œuvre de la réforme. Elle est en ligne sur le site VK. Une prochaine portera sur le rôle des centres de gestion dans sa mise en œuvre. Ce sera le 20 mai. Autre partenaire, l'association des DRH des grandes collectivités territoriales qui regroupe près de 220 adhérents, très présente dans tous les débats qui peuvent avoir lieu sur les réformes impactantes pour les ressources humaines. Elle est avant tout une association conçue par et pour des professionnels des ressources humaines. Elle est aussi évidemment leur porte-voix. Nos intervenants, sans trop s'attarder sur le décryptage même de la réforme de la PSC, que je vous conseille de retrouver donc dans cette webconférence, nous montrerons qu'il appartient désormais aux employeurs de se saisir de cet outil et, dans la mesure du possible, de le valoriser, à la fois en termes de dialogue social, parce que l'ordonnance prévoit explicitement qu'il y ait un débat en début de mandat sur cette question, débat qui sera l'occasion d'aborder toutes les questions de ressources humaines et de management, et en termes de management également, car dans un contexte de gel du point d'indice, peut-être que nous l'évoquerons, il faut nécessairement trouver d'autres sources de motivation pour les agents, et c'est vrai que la PSC, l'action sociale font partie des leviers qui peuvent être utiles, aussi comme des critères d'attractivité des collectivités. Deux intervenants donc, que je m'empresse de vous présenter sans attendre. Tout d'abord en excusant, avant de vous présenter, en excusant Jean-Robert Massimi qui devait être présent aujourd'hui, qui malheureusement s'est excusé, et voilà, on pense à lui et je le salue par ailleurs. Mais sont présents aujourd'hui, heureux de les accueillir, Pascale Fréry, qui est directrice générale adjointe ressources humaines numériques de la ville de Grenoble et vice-présidente de l'association des DRH des grandes collectivités dont je parlais tout à l'heure, et Jean-René Moreau, qui a longtemps été DGS de collectivité locale, vice-président de la MNT et président de l'Observatoire social territorial de cette même MNT, qui produit régulièrement des travaux que je pense beaucoup de personnes connaissent, à la fois intéressants et utiles. Au cours de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions que vous pouvez voir à la droite de votre écran de l'interface GoToWebinar. Et nos intervenants feront évidemment tout leur possible pour y répondre. Enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu très prochainement à un enregistrement qui sera mis en ligne sur le site VK, mais le lien vous sera envoyé de toute façon par email dans les jours à venir. Mais il est temps que nous commencions, peut-être avec vous, Pascale Fréry, en commençant par vous, avec peut-être un petit retour d'abord sur la PSC déjà présente dans la fonction publique territoriale, mais très inégalement. Pascale Fréry. Oui, tout à fait. Avant de développer ces points, je voulais vous indiquer que les travaux au sein de l'association des DRH des grandes collectivités étaient menés en lien avec Sarah Deslandes et Bruno Jarry, que voilà, je tiens à remercier ici, puisque c'est à trois qu'on travaille ces sujets et sur lesquels on a étudié la présentation que je vous ai transmise. Sarah Deslandes qui interviendra d'ailleurs dans la prochaine webconférence sur le rôle des centres de gestion. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, la participation des collectivités territoriales pour aider à la mutuelle, qu'elle soit santé ou prévoyance de leurs agents, n'est pas tout à fait nouvelle, puisque les collectivités avaient cette possibilité depuis 2011. C'est des efforts qui ont été faits. Alors, on ne sait pas exactement de manière totalement exhaustive où en sont les collectivités. Ceci étant, on a quelques idées à travers les études menées par les MNT, par les rapports, je pense au rapport de l'IGA de 2019, qui met en perspective les efforts faits, notamment entre la FPT et la fonction publique d'État. Et en gros, on pense qu'aujourd'hui, il y a un peu moins,
que les agents sont bénéficiaires à hauteur environ de 30%, pour un montant annuel de prévoyance de 230 € pour la prévoyance et un peu plus pour la santé à 250 €, mais seulement un quart qui bénéficierait d'aide des collectivités. Donc une possibilité depuis 2011, mais qui permet pas de couvrir totalement les agents aujourd'hui. Et au sein de l'association des DRH des grandes collectivités, on est très soucieux du risque prévoyance, puisque aujourd'hui, on est encore dans la fonction publique territoriale, un départ sur 10 en retraite qui se fait dans le cadre de l'invalidité, c'est-à-dire que vous avez des départs bien avant les 62 ans qui se font à des âges plus jeunes avec des pensions de retraite qui sont diminuées. Donc, c'est un souci social qui est permanent pour nous, employeurs. Jusqu'à présent, sans doute aussi un écart entre grandes et petites collectivités qui est assez prégnant. Les grandes collectivités ayant été plus promptes à investir ces champs-là depuis le décret de 2011 que les petites, sans doute, même si un effort a été fait avec les centres de gestion. Donc, l'ordonnance du 17 février 2021, elle ouvre un nouveau champ des possibles. Elle vise d'abord une remise à plat à l'État, qui avait des systèmes assez compliqués de référencement par ministère. Mais pour la FPT, elle a quelques spécificités. Je ne reviendrai pas dans le détail de cette ordonnance, parce que ça a été vu dans d'autres conférences. Et comme vous l'avez signalé, il y a des informations qui sont disponibles sur le site VK. Mais en tout cas, les éléments les plus prégnants qui me semblent importants de souligner, c'est le fait que les collectivités aideront à la prévoyance à hauteur de 20% minimum. C'est quelque chose d'important, hein, sachant qu'on a près de 3/4 des personnels de la FPT qui sont des agents de catégorie C sur le terrain avec une problématique d'usure au travail. Donc, c'est quelque chose d'important. 50% pour la santé. La possibilité dans la FPT, contrairement à la FPE, de conserver un système de labellisation, c'est-à-dire de laisser le choix aux agents de leurs contrats sur lesquels les employeurs viennent aider. C'est une spécificité qui est importante. Et puis aussi une date limite de mise en œuvre qui est relativement tardive dans les calendriers, puisqu'elle intervient en 2025-2026 après la fonction publique d'État. La possibilité également de négocier des contrats de groupe obligatoires avec une adhésion de tous les agents, et je pense qu'on y reviendra beaucoup parce que c'est des questions qui préoccupent beaucoup de DRH aujourd'hui. Et puis, une réforme qui s'est faite, mais dont beaucoup d'éléments restent à préciser. Et Monsieur Massimi, s'il avait été là, sans doute serait revenu là-dessus avec des décrets qui sont attendus sur les rôles des centres de gestion, les montants de référence, la définition des garanties minimales, savoir si on part sur un panier de garanties vraiment à minima ou s'il sera plus ambitieux dans les textes qui sortiront. À ce sujet, Donc si ça, je peux me permettre, dans les petits échanges que j'ai eus avec Jean-Robert Massimi, il m'a donné quelques informations à ce sujet-là, puis Jean-René pourra éventuellement compléter. Je lui avais posé la question, effectivement, sur le moment où on pourrait attendre l'arrivée des fameux décrets tant attendus. Et il me disait en fait que les délais ne sont pas véritablement contraints, parce que l'ordonnance dit déjà un certain nombre de choses. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que le dispositif soit prêt début 2022 et que selon lui, l'arrivée des décrets, c'est été-automne à peu près, parce que le problème, c'est un problème de coordination des trois fonctions publiques, quoi. Et que par contre, il y a beaucoup d'employeurs qui sont pressés d'avoir les textes pour organiser leur programmation budgétaire, ce qu'on peut très bien imaginer, que les décrets attendus portent sur le panier prévoyance et sur la fameuse somme fixée en euros dont les employeurs devront assumer les 50%. Jean-René, je ne sais pas si tu as des précisions juste par rapport à ce point-là. Après, les mêmes informations où les décrets seront publiés la fin de l'été ou au début de l'automne. La seule chose étant, c'est qu'on va sans doute avoir des projets. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que concernant ces décrets, les projets qui vont être faits sont soumis à des avis. À l'avis, bien sûr, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Si Jean-Robert était là, il pourra en parler, ça va de soi. Et bien également aussi auprès de la Commission nationale d'évaluation des normes, qui devra mettre aussi un avis sur ces décrets. Donc c'est vrai que dans la préparation, il y aura un travail intéressant peut-être à faire en contradictoire avec ces institutions qui nous permettront peut-être de pouvoir peut-être amender ou en tout cas de faire donner des précisions sur les décrets tels qu'ils vont nous être proposés. D'accord, très bien. Je vous propose de continuer, Pascal.
Donc, ce cadre étant posé, la position qu'on défend au sein de l'association et en tant que DRH que je porte auprès de mes élus, c'est que c'est à nous professionnels de s'approprier ces possibles et de poser une nouvelle politique d'accompagnement des agents. Je pense qu'elle doit s'articuler avec les lignes directrices de gestion que les collectivités ont toutes plus ou moins désormais mis en place et qu'elles seront sur lesquelles elles seront amenées à revenir au cours des mandats qui se déroulent. Du coup, une approche globale de l'articulation entre vie personnelle et vie professionnelle. On aura ce socle de garantie minimale en matière de santé. Vous l'avez indiqué, on ne va pas tarder à connaître le contenu, mais il nous semble intéressant dès à présent de s'intéresser à ce que pourrait être un PAC employeur dans ce cadre à consolider ou à construire à partir de chaque collectivité, où est-ce qu'elle en est, et en fonction de ses possibilités financières aussi. Mais c'est vrai que la réforme réaffirme la possibilité de prendre en compte la composition familiale, ça a été repris dans l'ordonnance, donc possibilité d'adapter si les collectivités aident déjà dans les contrats labellisés ou groupes ce critère-là. La prise en compte aussi des questions d'absentéisme entre les différentes catégories d'emploi. Ce que je veux dire, c'est qu'on a souvent un absentéisme qui est plus fort sur les filières techniques catégorisées, donc peut-être accentuer l'effort aussi là-dessus face à des agents qui sont le plus susceptibles d'être touchés par les risques santé et prévoyance, et participer aussi à la meilleure couverture du risque invalidité ou incapacité. C'est une grosse spécificité de la FPT et aussi de la fonction publique hospitalière. Ça nous paraît important de mettre le paquet là-dessus, au-delà des contrats de santé, mais vraiment d'insister sur ce qui fait que des agents peuvent se retrouver très rapidement en situation personnelle très très compliquée lorsque vous êtes lorsque vous avez eu un accident, ou pas un accident du travail, mais un accident de la vie notamment. Donc globalement, poser une politique sociale ambitieuse qui passe par une question forcément qu'on sera tous des RH amenés à se poser, c'est la liberté de choix versus le contrat négocié. Alors, contrat négocié qui permet d'imposer à chacun des agents le fait de cotiser pour ses risques, et sans doute aussi d'obtenir, puisque les mutuelles nous l'ont dit, hein, des baisses de coûts. Si vous avez des agents qui sont plus éloignés du risque, qui se mettent à cotiser, sans doute on mutualisera mieux le risque. Donc ça, c'est le premier choix possible, sans doute le plus couvrant, versus une liberté de choix dans les contrats labellisés où vous changez pas tellement les habitudes pour les agents qui ont déjà ce type de contrat. Donc ça sera à l'appréciation de chacun. Alors, je vous propose, on a déjà beaucoup de questions qui arrivent. Je vous propose de vous en poser déjà quelques-unes à tous les deux. Hein. La première, elle parle de l'obligation, effectivement. Est-ce qu'il est possible de rendre obligatoire l'adhésion des agents? Alors, la lecture qu'on a eue, nous, de l'ordonnance, c'est en matière de santé, oui. En matière de prévoyance, non. Donc, en matière de santé, oui, totalement. D'autant plus que l'ordonnance de février s'est doublée de sortie d'ordonnance sur les accords collectifs. Donc, voilà, possibilité de négocier avec les syndicats dès lors que vous avez plus de 50% des syndicats représentés, ce type d'accord, et même au-delà, de pouvoir l'imposer un peu comme c'est fait dans le privé, où vous avez souvent des contrats de groupe dans les grands groupes qui sont assez protecteurs et auxquels, dès que vous recrutez un salarié, il adhère à ce type de contrat. Oui. Je confirme, simplement de rajouter, effectivement, ce qui est important, c'est qu'en même temps que l'ordonnance sur la protection sociale complémentaire, il y a aussi une ordonnance qui est parue sur la négociation. Et les deux sont effectivement très très liés. Et donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut se référer à ces deux, parce que c'est vrai que c'est important. C'est vrai qu'il n'y a pas de caractère non plus d'obligation qui risque d'être définie. Ceci dit, c'est une information qu'on a ce jour. Peut-être que dans l'évolution, on ira peut-être un peu plus loin. La seule chose que je peux évoquer aussi, peut-être, c'est au niveau de participation. Nous, on trouve que au niveau des mutuelles et de la MNT, c'est que les 20% qui sont prévus de façon obligatoire en prévoyance sont un peu insuffisantes par rapport à la réalité des agents, parce que quand Pascal Fréry évoquait toutes les questions qui sont liées notamment à l'absentéisme de cette affaire, on a fait une étude là, qui va paraître, qu'on a fait avec les élèves de l'INET sur les arrêts longs et la reprise des arrêts longs, donc qui sont liés à l'absentéisme. On voit bien que ces problématiques de santé sont importantes.
Également, une autre étude qu'on avait faite, que je me réfère, je profite de le dire, c'était donc une étude sur la santé au travail comme levier innovant managérial. Et on voit à travers ces études les exemples qui sont donnés, les recommandations qui sont faites, les expériences qui sont faites dans les collectivités, que justement ces questions-là posent un vrai souci. C'est certes une avancée, mais je pense qu'il y aura besoin d'avoir quelques évolutions en fonction de ce qui nous sera présenté. D'accord. Beaucoup de questions, je vais essayer de les regrouper dans une seule qui concerne les plus petites collectivités. La PSC est-elle obligatoire dans toutes les collectivités, par exemple une petite commune de moins de 700 habitants? Et une question qui va avec, pour les contrats de groupe obligatoires, la collectivité doit-elle passer obligatoirement par une convention de participation avec le centre de gestion? Ou bien a-t-elle la possibilité de pouvoir le négocier par une mise en concurrence? Je peux répondre, effectivement, quand ça sera mis en place, ça aura un caractère d'obligation pour toutes les collectivités. Alors, bien évidemment, soit les collectivités le feront par eux-mêmes, il y aura des procédures de convention de participation ou de labellisation, comme ça a été dit. Je dois reconnaître, d'ailleurs, dans les projets initiaux, la labellisation n'était pas prévue, elle a pu être introduite. On a donc milité là-dessus à l'MNT. Et ça permet donc aux collectivités de participer financièrement à la protection sur le commentaire des agents, avec ou sans l'ordre des centres de gestion. Parce que donc, bien évidemment, les petites communes donc, pourront bien sûr le passer à la gestion de gestion, mais d'autres collectivités pourront le faire également seules. Donc, ça nécessitera effectivement qu'il y ait, au niveau de la prise de position des collectivités territoriales, qu'elles adhèrent ou non à un centre de gestion, de savoir quand même une précision, c'est que dans l'ordonnance, c'est une nouvelle compétence, la protection sociale complémentaire des centres de gestion. Mais ceci dit, il n'y a pas de caractère d'obligation d'adhésion, alors tel que l'ordonnance est rédigée aujourd'hui, bien évidemment. Mais donc, on peut très bien imaginer que les centres de gestion le feront pour le compte des collectivités, pour celles qui le souhaiteront, mais elles seront assujetties à faire un choix et à délibérer pour adhérer ou non au centre de gestion ou de le faire par eux-mêmes. Mais il y aura un caractère, je répète, d'obligation pour toutes les collectivités à partir des dates qui ont été données tout à l'heure par Pascal Ferry, donc qui sont à 2025 et 2026. D'accord, très bien. Pascal Ferry, soit sur ce point si vous avez d'autres choses à dire, sinon nous continuons votre présentation. Peut-être juste un retour sur la question des contrats à gérer en interne. Le retour qu'on a depuis 2011 au sein de l'association, c'est que c'est dur parfois d'être seul face à une mutuelle ou une assurance pour arriver à négocier toutes les clauses du contrat. Et c'est vrai que les centres de gestion sont en train de se regrouper et de développer une expertise en la matière. Donc, en tant que petite collectivité, ça peut être intéressant effectivement de se rapprocher du CDG pour avoir cette force de négociation qui n'est pas évidente seule. Y compris pour les grandes collectivités, c'est compliqué. Oui. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui nous posent des questions en disant mais il va presque falloir recruter une compétence pour pouvoir faire face à la complexité de la situation. Alors, effectivement, les petites collectivités, on pourra faire appel au centre de gestion qui d'ailleurs, visiblement, sont en train de travailler autour de tous ces sujets, mais dans certaines collectivités de taille moyenne ou plus grande, les compétences n'existent pas forcément dans l'organisation. Enfin, j'imagine que ça puisse être difficile. Enfin, à Grenoble, vous avez une dimension peut-être suffisante, mais tu vois, dans les membres de l'association, vous avez Jean-René? Ce que je peux dire simplement, sans vouloir systématiquement vendre les produits de la MNT, nous avons aussi depuis longtemps un rôle de conseil auprès des collectivités, sans pour autant que les gens contractualisent avec nous, mais ça fait partie aussi de notre mission, puisque le travail que l'on opère, c'est aussi d'accompagner par notre expertise des collectivités en leur donnant des conseils. Mais les centres de gestion, bien évidemment, joueront ce rôle et le jouent déjà pour d'autres critères, bien évidemment. Pascal, sur ce point-là? Oui. Non. Alors, pour le coup, à Grenoble, on a, du fait de négociations avec nos syndicats, on n'a pas de contrat de groupe. C'était vraiment le choix de la labellisation qui avait été fait à la fois sur la prévoyance et la santé. Mais voilà, le retour d'autres collectivités, c'est que c'est compliqué et que les contrats qui ont pu être signés depuis 2011 ont pu beaucoup, autant ils étaient favorables au départ, autant évoluer dans un mauvais sens en fonction de voilà, des dommages constatés, enfin que l'assureur pouvait augmenter ses tarifs. Donc voilà, il y a sans doute la possibilité d'avoir recours à des AMO qui aident pour les grosses collectivités ou alors l'expertise des centres de gestion. Très bien. Je propose que... Simplement une précision, hein, c'est pas faire avec toutes les mutuelles ne perdent pas ça. Nous, quand nous engageons, on s'engage sur une durée, mais c'est vrai que certaines mutuelles font un produit d'appel, font du dumping et après augmentent considérablement leur Je n'en citerai aucune, mais c'est vrai. Très bien.
C'est pas notre cas. Je vous propose qu'on continue, Pascal, sur la partie dialogue social. Donc, pour essayer de calibrer un peu ce dialogue social qui a mené et puis essayer de débroussailler, parce que toute collectivité a l'obligation, durant l'année 2022, de poser dans son instance conseil municipal ou autre un débat sur le sujet dans les assemblées locales. Donc, l'ordonnance ne dit pas exactement quelle est la teneur de ce débat, quel est son contenu, son périmètre, etc. Mais on peut imaginer que les débats devront porter à la fois sur un calendrier de mise en œuvre d'ici à 2024-2025, le contenu, les grands choix, la manière de négocier, c'est des choses sur lesquelles on attend sans doute les DRH dans le débat qu'ils devront proposer face à leur exécutif. Des premiers éléments de cadrage sont en train de sortir, mais il y a une actualité qui est forte sur les sites. Donc là, je m'appuie sur une étude d'un des cabinets d'accompagnement qui a estimé, en s'appuyant sur les bilans sociaux 2017, qu'il y aura un doublement de l'effort financier à prévoir d'ici à 2026 pour les collectivités. Je pense que c'est extrêmement hétérogène en suivant le niveau d'aide qui était déjà déployé ou pas. Mais par contre, ce qui est sans doute intéressant pour essayer de calibrer un peu le travail actuel et nos débats, c'est que il y a des hypothèses qui sont posées sur un panier qui serait de l'ordre de 34 € pour la santé, de 55 € sur la prévoyance. Je ne sais pas encore ce qu'il vaut, parce que bien sûr le décret n'est pas sorti, mais ça permet à chacun, voilà, de rapidement, et je l'ai fait pour Grenoble, de se positionner dans les prévisions budgétaires qu'on nous demande tous de faire. Donc c'est pas à prendre pour garantie, mais c'est un élément que je pose à la réflexion. Et bien sûr, ce serait des montants minimum. Il y a toujours possibilité d'aller bien au-delà pour poser des politiques sociales qui soient bien plus ambitieuses et couvrir les risques de manière bien plus complète. Donc, je disais, un débat dans les assemblées locales à organiser avant février 2022. Ça ne veut pas dire avoir tout bouclé, mais avoir des premières pistes. Sachant qu'au niveau national, le Conseil commun a posé une feuille de route de négociation, ça a été un peu évoqué tout à l'heure, pour pouvoir avancer sur les textes d'application. Donc, à mon sens, il y a les deux à faire. Et en tant que praticienne, je vois plutôt un débat organisé plutôt en fin d'année 2022, après, en ayant essayé de rassembler un maximum d'informations et d'éléments sur ces sujets. Il y a beaucoup de questions sur le contenu de ce débat, c'est-à-dire que sur quoi doit-il porter, ou est-ce que c'est pas l'occasion d'avoir une réflexion complètement stratégique et l'intégrer dans la politique RH? Est-ce que après une année de Covid, c'est pas un moyen aussi de réfléchir au dialogue social dans son ensemble? Que répondre à toutes ces questions, qui sont des questions constats aussi, mais bon. Moi, je pense qu'effectivement, cette ordonnance qui prévoit donc qu'il y a un débat d'un délai d'1 an après la publication de l'ordonnance, c'est-à-dire jusqu'au 18 février 2022, mais c'est prévu également, l'ordonnance prévoit aussi que 6 mois après un renouvellement des assemblées délibérantes des collectivités, d'organiser un débat, ce qui veut dire aussi, si on lit l'ordonnance, qu'on l'applique à la lettre, que s'il y a des élections départementales et régionales, ils devront faire un débat assez rapidement. Alors, quant au contenu, alors, bien évidemment, l'ordonnance ne donne pas, comme le disait Pascal Ferry, de précision particulière sur le contenu, mais je crois que c'est effectivement l'occasion, en termes de dialogue social avec les instances paritaires, les représentants du personnel, d'avoir un débat qui pourrait peut-être, bien sûr, de traiter de la question même que prévoit l'ordonnance, mais d'aller peut-être un petit peu au-delà, notamment sur les problématiques de santé, et de faire des liaisons importantes, pas seulement sur les montants, mais également sur les modalités et sur l'évolution que ça pourrait donner. Alors, tout en ayant en question ce qui a été indiqué, c'est un investissement pour les collectivités. Et c'est vrai que si peut-être le délai qui a été prévu, qui est un peu long par rapport à la fonction publique d'État, qui est jusqu'en 2025 et 2026, c'est aussi pour laisser peut-être le temps à des collectivités qui ne sont pas déjà engagées dans ce processus, d'avoir un peu le temps de prévoir, étaler dans le temps les participations financières qu'ils auront à faire quand ce sera rendu obligatoire. Mais le contenu, c'est vrai qu'on n'a pas de précision là-dessus, mais comme il s'agit d'un débat, je pense qu'il y a beaucoup d'orientations qui pourront être faites. Je pense qu'il faudra cadrer peut-être un peu les choses, mais laisser la possibilité d'expression. Et ça peut-être relancer le dialogue social après un peu cet endormissement, l'anesthésie qu'il y a eu pendant la période du Covid. Ça peut être aussi l'occasion de faire renaître un certain nombre de choses.
Pascal Fréry, sur ce sujet-là, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu forcément un endormissement du dialogue social pendant le Covid. Il y a eu des collectivités. Mais c'est pas en direct, quoi. Une autre manière de le faire. Oui, Pascal, excusez-moi. Oui, pour le coup, je pense que le Covid a placé les problématiques de santé au cœur des fonctionnements des CHSCT qui sont réunis de manière hyper régulière. Sur ce débat organisé, moi, j'ai du mal à le penser comme vraiment attirant pour le politique, qui a souvent du mal à s'intéresser aux conditions de travail de ces agents. Donc, c'est une vraie problématique. Et je pense qu'on va être dans des rythmes différents, autant dans les villes. Sur le mandat 2020-2026, on a posé les lignes directrices de gestion, on a nos élus en fonctionnement et ça va se faire dans la continuité. Autant on a des élections là, cantonales et régionales qui arrivent, donc j'imagine que les praticiens de ce type de collectivité vont devoir reposer les choses et peut-être s'il y a des changements, ce sera moins aisé à conduire tout de suite en fin d'année. Ceci étant, comme je le disais tout à l'heure, à mon avis, le contenu, ça va porter sur la méthode, le calendrier, les premières pistes, éventuellement une enveloppe budgétaire à dédier et savoir si on avance la mise en œuvre, comme le disait Jean-René Moreau, avant les dates limites posées par l'ordonnance. C'est possible aussi d'aller sur ces terrains bien avant. Voilà. Là, parmi les questions qu'on avait, c'était de savoir si on pouvait intégrer une réflexion sur les politiques sur l'absentéisme dans ce genre de débat. Moi, je pense normalement, vous l'avez fait dans une direction. Hein, ouais. C'est une question qui peut être posée quant au fait que les politiques ne s'approprient pas forcément cela, sans doute. Mais je pense vraiment que cette période, nous, ça fait longtemps qu'on le demande, mais que les préoccupations de la santé au travail, du bien-être, du mieux-être au travail deviennent quand même une participation dans les organisations et dans les principes managériaux dans les collectivités, et que les politiques, même si ne sont pas toujours très motivés, quel que soit, et je dis ça de façon complètement transpartisane, auquel ils appartiennent, je pense que la problématique de la santé va faire partie du débat dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent, et que ça sera au centre des organisations. Moi, je suis assez optimiste de ce côté-là. Après, bon, il faudra voir le contenu qu'il pourra y avoir, mais je pense que ce débat va avoir lieu et qu'il ne faudra pas passer à côté dans cette affaire, et que le rôle justement des cadres territoriaux et des experts qui les accompagnent puissent effectivement donner des orientations qui peuvent aider à la compréhension et à l'évolution de ces problématiques de santé. Très bien. Alors, je propose qu'on continue sur le dialogue social. Pascal? Oui, tout à fait. Et les réflexions portées me font penser que c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'immisce de plus en plus dans la sphère privée et professionnelle avec tous les chantiers sur le télétravail. Du coup, ça s'inscrit vraiment dans cette mouvance de prendre en compte l'agent dans sa globalité et pas juste lorsqu'il est au travail. Donc, pour prolonger un peu les réflexions et catalyser la réflexion, un outil de négociation avec les syndicats à construire, il est possible, hein, et on l'a dit tout à l'heure, de conclure un accord négocié pour instaurer une couverture santé et prévoyance dès 2022. Pour vous donner un exemple, à Grenoble, c'est quelque chose qui n'est pas évident à penser dans ma pratique, puisque j'ai des syndicats qui sont opposés entre labellisation et contrats négociés. Donc voilà, c'est des discussions qui vont devoir s'entamer, mais pour lesquelles il y a parfois des positions qui sont qui dès le départ rendront difficile le fait qu'on arrive à avoir un accord majoritaire là-dessus, notamment sur un contrat collectif, même s'il serait sans doute très protecteur pour nos agents. Après, une fois pour ceux qui arriveront dès 2022 à construire cet accord négocié, la possibilité de conclure des contrats solidaires et responsables après mise en concurrence, les textes permettront d'aller un peu plus loin sur ces éléments et de lancer des appels d'offres sur ces sujets. On attend beaucoup là des textes sur le positionnement des centres de gestion pour voir quelles conventions de participation ils seront à même de proposer. Est-ce qu'ils proposeront des lots par collectivité ou alors des lots par type de risque de manière un peu plus transversale entre collectivités pour essayer de mutualiser un peu plus les risques. Là-dessus, c'est des vraies questions. Je n'ai pas encore les éléments de réponse. Mais on y travaille au sein de l'association, notamment avec Sarah Deslandes qui est au centre de gestion de la Petite Couronne, pour voir quelles seraient les solutions les plus intéressantes pour les collectivités à proposer dans ce cadre-là. D'accord. Alors, je vous propose, vu le flot de questions qui arrivent, de faire une petite pause questions avant de continuer, si je puis dire.
avec des questions qui sont d'ordre très différent. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas, c'est difficile de présupposer le degré de connaissance des personnes qui nous écoutent, donc c'est important. Commune, juste rappeler brièvement le fonctionnement d'un système de labellisation. Qui se propose? Le système de la labellisation, ça donne une certaine souplesse aux agents directement. Quand ils sont dans un contrat, c'est plus encadré. Donc après, je ne vais pas rentrer dans les débats qui peuvent avoir lieu, mais disons, pour faire simple, c'est vraiment technique. Voilà, la facilité de la labellisation que l'on pratique est intéressante. Bien évidemment, c'est pas que ça s'oppose systématiquement au système des conventions de participation au contrat, mais simplement c'est pas tout à fait la même démarche. Donc, et c'est vrai que le lien qui peut être fait par une collectivité qui prend cette initiative suppose effectivement de bien connaître un petit peu aussi la composition de ces agents, leur niveau, et donc c'est vrai que les deux peuvent être tout à fait pertinentes. Je crois qu'il faut s'adapter à la configuration et au contexte des collectivités. Et je crois que c'est ce que l'on peut en dire, quoi. D'accord. Des questions que beaucoup d'agents se posent, hein, évidemment. Un agent peut-il refuser l'adhésion à la santé ayant une plus favorable avec son conjoint? Alors oui, ça va sortir. Effectivement, il y aura des exceptions pour ceux qui bénéficient d'une couverture par ailleurs. Ils ne seront pas obligés d'adhérer. Et également pour ceux qui ont déjà la question des continuités des contrats, ça peut être une grosse problématique quand vous avez des agents qui ont des pathologies, quand ils doivent changer de contrat. Donc ça sera prévu aussi pour qu'il y ait des mesures transitoires d'accompagnement si jamais le choix de la collectivité d'aller vers un contrat de groupe. Voilà. En complément sur la labellisation, la liste des contrats labellisés sur le site du ministère de l'Intérieur, de mémoire, elle est très large. Et à la base, l'idée, c'était de prévoir des mécanismes de solidarité entre les générations, notamment sur la santé. On se rend compte dans la fonction publique territoriale que sur la prévoyance, ces critères-là sont assez légers aujourd'hui dans le système de 2011. Donc, reste à voir ce qui sera posé là pour la suite, si ce sera un peu plus contraignant que ce que ça l'est aujourd'hui. Ouais, ça, c'est ce que Pascal Fréry, c'est important. C'est la question de la solidarité intergénérationnelle. Donc ça, effectivement, c'est un vrai souci. C'est vrai que nous, c'est une de nos revendications, de l'ensemble d'ailleurs, toutes les mutuelles, qu'elles soient d'État, hospitalier ou territoriales, pour la simple bonne raison, quand on parlait de mutualisation des risques, ça fait partie d'un certain nombre de choses, bien évidemment. Et puis, si vous voulez, je crois que c'est une question, effectivement, qui n'a pas été très claire dans l'ordonnance telle que c'est libellé. Et c'est vrai qu'au niveau des décrets, il y a un point de vigilance à avoir sur ce point. Et on ne peut pas imaginer que, selon les couvertures d'âge, ça poserait problème. Pour répondre à la question sur d'autres personnes qui peuvent être dans d'autres mutuelles, on a déjà connu ce phénomène, déjà connu dans le privé, hein, où effectivement, c'est vrai que là-dessus, il y aura une question, des éclaircissements à poser de façon très claire. C'est ce qu'on appelle l'ANI. Mais je crois que là aussi, il faudra faire preuve de lucidité, de vigilance pour que les choses soient claires dans cette affaire. C'est pour ça d'ailleurs, ce qui était évoqué tout à l'heure, la rédaction des décrets va être importante. L'ordonnance fixe un cadre, mais il y a encore quelques zones d'ombre qui méritent d'être précisées, en espérant que les décrets permettront de régler ces questions. C'est un enjeu important, les décrets, dans cette affaire. Bien sûr. Sur la question, beaucoup de questions évidemment sur la situation des titulaires et des non titulaires. Non. Est-ce que dans quel cas les non titulaires ont-ils, et puis quels non titulaires d'ailleurs peut-être? Pascal, peut-être? Enfin, dans le système de 2011, on aide à la labellisation que le contrat soit titulaire ou contractuel. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Hein. Pour moi, il n'y a pas de. On est sur de l'emploi permanent. On aide, peu importe le statut du contrat. C'est précisé hein, que ce soit les agents titulaires, non titulaires et contractuels, ils sont prévus dans le dispositif. Ok. Alors, je vais continuer sur d'autres questions complètement différentes les unes des autres. Bon, d'abord, il y a un certain nombre de questions globales qui est sur la question de l'inquiétude de certaines collectivités sur l'impact financier
que peut représenter comment est-ce que cet impact financier va être intégré par les collectivités? Jean. C'est-à-dire, il y a un impact financier, il y en a un, on l'a déjà évoqué un petit peu, c'est vrai. Alors c'est vrai que ça peut s'étaler dans le temps. Toutes les collectivités ne sont pas au même niveau. Certains ont déjà engagé un processus et certains employeurs territoriaux participent déjà en santé ou en prévoyance, d'autres pas, ou d'autres très peu. Donc c'est vrai que ça va être la question. Mais ce que j'aurais tendance à dire, c'est que même si ça a un coût, bien sûr, pour les collectivités territoriales, mais en même temps, si c'est bien fait, s'accompagner de d'autres mesures dans la collectivité en termes de management, notamment pour réduire l'absentéisme dans cette affaire, ça peut être important si on met en place des dispositifs de prévention, aussi bien pour les risques musculo-squelettiques, les TMS, que pour les risques psychosociaux dans cette affaire. Donc c'est très lié à l'organisation des collectivités. Et donc si on peut arriver à lier les deux, certes, c'est un coût, mais ce coût peut être aussi très profitable si on prend des dispositifs parallèles et en conjonction, bien évidemment. D'accord. Il y a beaucoup de questions sur Pascal, sur ce sujet-là. Oui, on sait qu'il y a un doublement à prévoir des investissements qui ne seront pas compensés par l'État d'une manière quelconque. Du coup, moi, je pense que c'est pas mal d'essayer d'étaler l'effort là dans les années qui viennent pour petit à petit monter en puissance. Et comme l'a dit Jean-René Moreau, penser également ces dispositifs de lutte contre l'usure professionnelle, le reclassement, la fracture numérique, etc., qui permettent de lutter contre ce risque. Pour moi, le plus important, c'est l'invalidité et l'absence de reclassement dans les services. Donc, tout ça va ensemble. Et on l'a dit, c'est possible de le penser de manière globale dans une politique RH qui soit vraiment intégrée à tout niveau. Mais je crois que ça, effectivement, l'enjeu, c'est important. C'est ce qui montrera aussi la crédibilité des collectivités dans cette affaire. Alors, il y a un autre point. Je sais que certaines associations d'élus ont évoqué un peu en filigrane cette question, mais de demander aussi qu'il y ait peut-être une participation financière de l'État, une dotation, dans la mesure où on leur rend obligatoire. Donc, je ne sais pas ça si ça ira au bout, bien évidemment, c'est le même sujet. Mais bon, moi, je crois plutôt que c'est les collectivités, je ne sais pas quand il sera l'issue de cette demande et de cette requête, mais je pense que les collectivités, effectivement, devront, encore une fois, le prévoir. Ça ferait à peu près un doublement, ouais, c'est ça. Et en même temps, de prendre les dispositions qu'on évoquait tout à l'heure. Je crois que les deux sont indissociables. C'est vrai que, voilà. Il y a beaucoup de questions sur je qualifierais ça de communication interne, c'est-à-dire que de savoir comment à Grenoble vous avez communiqué auprès des agents, parce que ça a l'air d'être un souci pour beaucoup de personnes, et si par ailleurs des mutuelles comme la MNT prévoient des aides pour que la collectivité puisse communiquer auprès de ses agents. Alors, je ne sais pas, d'abord à Grenoble, je ne sais pas comment vous avez… Alors, c'est un vrai sujet, parce que à Grenoble, on n'a qu'un agent sur deux qui, aujourd'hui, malgré les aides mises en place, adhère dans le cadre de la labellisation. Donc, on a pris pour habitude d'écrire individuellement chaque année aux agents pour leur signaler ces aides et l'intérêt qu'ils auraient à y participer. Après, pour le nouveau dispositif qui se met en place à partir de cette année, comme on n'a pas encore négocié avec nos syndicats, on n'a pas encore communiqué, je pense qu'on le fera une fois qu'on se sera mis d'accord sur la voie à prendre entre labellisation et contrat de groupe. Mais pour l'instant, c'est pas encore fait. Je pense qu'à ce moment-là, on aura classiquement nos outils, journal du personnel, etc., à mobiliser pour le faire savoir. Ça sera dans un second temps. Moi, je préfère communiquer quand on sait à peu près ce qu'on va faire, quoi. Oui. Alors, oui, Jean-René, tu voulais… Non, mais c'est vrai qu'il faut des mesures d'accompagnement et de conseil, comme j'ai dit, aux collectivités. Alors, nous, en ce qui concerne nos adhérents à la MNT, il est certes en quête d'accompagnement, de conseil et d'information par différentes dispositions et outils que l'on a. On a déjà commencé, on va donner un petit peu les informations. On a formé nos responsables d'agences de développement pour accompagner les collectivités qui sont adhérentes chez nous. Et bien évidemment, comme je l'ai dit, on peut accompagner et conseiller les collectivités qui le souhaitent dans cette affaire. Et comme disait Pascal, c'est vrai de chaque collectivité va voir un petit peu comment s'organiser, notamment en communication interne, en fonction des dispositifs qui sont pris. Et ça va être lié à une question qui a été posée tout à l'heure. Ça va dépendre aussi du débat, qu'est-ce qui va être priorisé et comment on va aborder, sous quel angle on va aborder cette question. D'accord. Alors, je vous propose qu'on rentre dans le… Imaginons qu'on est dans l'émission C'est dans l'air et que ce sont les questions SMS à la fin. C'est à peu près ça. Donc, il y en a de tout ordre.
Il y en a une, vous l'avez évoqué Pascal tout à l'heure, mais je reformule la question. Sur les prochaines élections professionnelles auront lieu fin 2022. Est-ce que cela ne risque pas de repousser les débats sur la PSC? C'est vrai qu'on sent frémir un petit peu, ça arrive vite, c'est en décalage total avec le mandat politique dans les villes. Et c'est vrai que ça va sans doute crisper un peu nos positions, sachant qu'on a par ailleurs le chantier sur les 1607 heures à mener, hein, pour ceux qui ne l'ont pas terminé, enfin, c'est ce qui est notre cas. Donc effectivement, les positions vont sans doute se crisper, et comme la date de mise en œuvre est que 2024-2025, il y a sans doute une question d'agenda social à poser pour juger du meilleur moment. Je sais que nous, on souhaitera sans doute entamer ces discussions avant les élections pour que ce ne soit pas une période blanche qui soit trop pénalisante pour les agents, puisque derrière, c'est quand même voilà, l'aide directe aux agents qui est en jeu. Donc voilà, il ne faut peut-être pas attendre non plus trop longtemps. C'est vrai que ça pose la question de la gestion des agendas, parce qu'il y a des décalages entre les différentes élections. Donc, il est vrai qu'il va falloir jouer un petit peu sur les questions de calendrier. Il y a une personne qui n'est pas satisfaite d'une réponse que vous avez donnée tout à l'heure, donc je vous reformule la question. Pour revenir sur les non-titulaires, est-ce que l'employeur a l'obligation d'inclure tous les non-titulaires ou aucun, ou ceux simplement occupant un emploi permanent? Donc moi j'ai entendu que c'était tous les non-titulaires, mais dans votre réponse, mais peut-être que j'ai… Je pense que la question posée, c'est celle d'une pratique dans certaines collectivités de vacataires sur emploi non permanent. Et la question, ça serait de savoir est-ce qu'ils seraient éligibles comme les autres. Comment dire, je vais paraître affreuse comme DRH, mais j'ai tendance à répondre que non, parce que il me semble que dans le dispositif de 2011, il faut au moins occuper un temps plein. Enfin, il y a des comment dire, il faudrait relire les textes, mais des cliquets qui font que souvent, malheureusement, nos vacataires restent un peu de côté sur les dispositifs de ce type, que ce soit sur l'indemnité kilométrique vélo, on l'a vu dans le dernier décret, sur ces politiques d'accompagnement social, et il me semble qu'il est fort probable qu'il le soit également là aussi. Donc j'aurais tendance, sous réserve de vérification, à répondre que c'est pour les agents publics sur emploi permanent. Oui, la réponse qu'on avait faite, c'était effectivement les agents non titulaires, les contractuels, bien sûr des agents de statut, c'était obligatoire. Effectivement, elle se pose la question, elle se pose d'ailleurs dans d'autres registres, comme vient d'être évoqué, la question des vacataires, c'est pas effectivement très clair. D'accord. Alors, par rapport à vos propos tout à l'heure, Pascal, il y a eu beaucoup de réactions, vos propos sur les 1607 heures. Évidemment, sur le côté tactique, si je puis dire, jouer du PSC pour faire passer les 1607 heures, quel conseil stratégique, tactique? Alors, je ne sais pas si c'est un peu compliqué comme peut-être d'y répondre, mais j'évoque ces questions, en tout cas. Ça me paraît compliqué d'aller devant un agent en lui disant tu vas travailler plus, mais t'inquiète pas, tu auras une meilleure mutuelle. Enfin, je me mets à la place de l'agent, je ne suis pas certaine. Je mets plus enfin, comment dire, dans l'agenda social, dans mon esprit, je propose davantage aux élus de travailler les 1107 heures en parallèle du télétravail ou de la refonte de certains cycles de travail pour que ce soit intéressant sur la durée de la pause méridienne, etc., qui font partie aussi de cet équilibre pro-perso qui est important. Pour moi, les mutuelles, c'est un deuxième paquet de négociations qui porte davantage sur la mobilisation sur les questions d'usure, d'accompagnement, d'absentéisme, etc. Je sais que pour l'illustrer concrètement à la ville de Grenoble, on a un gros projet sur les conditions de travail de nos ATSEM qui est financé par le Fonds national de prévention de la CNRACL. Donc, à travers ces problématiques de pénibilité, de santé au travail, c'est plutôt un second paquet de négociations. Et j'ai tendance à dire que dans les négociations avec les syndicats, il faut bien séparer les paquets. Donc, plutôt un paquet temps de travail, télétravail, et un paquet de l'autre côté santé, mutuelle, conditions de travail qui me paraît distinct. Voilà, à voir, peut-être que d'autres DRH sont plus créatifs que ce qu'on peut l'être à Grenoble, mais voilà comment on pose les choses chez nous. Très bien, parfait. C'est vrai que je ne suis pas dans la tactique, moi j'ai été quand même DGS, je connais un peu ça, mais je crois que la vraie question est bien posée, c'est que si l'on n'a pas de politique de prévention, de sécurité au travail et de conditions de travail dans une collectivité, ça va poser un certain nombre de questions. Je crois que ça passe aussi par ça. D'accord.
Beaucoup de questions également qui reviennent sur le fameux débat. D'abord des gens qui nous précisent que ce débat peut être effectivement l'occasion de revenir sur faire un bilan de l'existant, sur les âges, les arrêts maladie, etc. Et recentrer la distribution d'aide financière de l'employeur et la feuille de route préventive. Et puis surtout de se poser la question pourquoi, enfin ce débat devant quelles instances, pourquoi est-ce que le CHSCT n'est-il pas pertinent? Pour le coup, là, c'est vraiment l'ordonnance qui dit que ça doit être dans les conseils municipaux, communautaires, départementaux, etc. Donc, on n'a pas le choix en fait de l'instance. Après, rien n'empêche de tenir les instances paritaires au courant, bien évidemment, puisque ça porte voilà, sur les conditions de travail, il n'y a pas de difficulté. Voilà. Je sais que pour notre part, dans le dispositif de 2011, c'était passé en comité technique pour la délibération sur l'aide à la labellisation pour information. J'ai oublié le début de votre question, pardon. Non, mais le début de la question, c'était plus un constat. Hein. La vraie question, elle était surtout de savoir la pertinence du CHSCT. Voilà. Donc, pourquoi pas simplement le CHSCT, hein. Mais bon, voilà. Tel que se définissent effectivement les conseils. Non, mais bien sûr, non. Mais c'est vrai que je pense que ce serait souhaitable, et une collectivité, on parlait de dialogue social tout à l'heure, a tout à fait intérêt à débloquer cette question avant peut-être d'en délibérer avec les CHCT, parce que ça me paraît une chose importante en termes de dialogue social, et ce sera beaucoup plus simple à faire passer, parce que c'est même si le politique a tout à fait intérêt à faire une consultation. Mais enfin, après, chaque collectivité, et dans sa libre administration, fait ce qu'elle veut. Est-ce que plusieurs collectivités peuvent se regrouper pour négocier? Alors, on a parlé des centres de gestion tout à l'heure, c'est un petit peu différent, mais est-ce qu'on peut… À la lecture du texte, rien n'empêche de faire un groupement de commandes. Hein. Dans le code de la commande publique de 2019, c'est totalement possible. Après, il faut avoir cette expertise, moi je pense, de dialogue avec les assureurs. Donc, il faut vraiment se doter voilà, d'être sûr de son coût et bien étudier. Et ça, je pense que c'est à chaque DRH de le faire aujourd'hui, bien étudier sa pyramide des âges, ses niveaux de risque pour savoir si elle a intérêt à essayer de mutualiser le risque avec d'autres collectivités. Alors, je pense à la ville de Grenoble où l'âge moyen est à quasiment 47 ans, donc on a une population d'agents qui est relativement âgée. On aimerait bien se grouper avec des collectivités plus jeunes, mais voilà, reste à savoir s'ils seront tentés de nous rejoindre dans ces négociations, ce qui n'est pas évident. Oui, c'est effectivement techniquement possible, mais en fonction de la configuration des collectivités, de la composition de leurs agents, des politiques qui sont menées, c'est pas forcément une chose facile. Ceci dit, ça va se faire quand même, parce que quand vous avez une intercommunalité importante d'un territoire, vous avez forte disparité entre les différentes collectivités, mais c'est effectivement l'intercommunalité qui va négocier pour le compte donc il y a une mutualisation de fait qui s'opère. Par contre, si c'est pas le cas, que c'est des communes isolées qui veulent s'associer, c'est possible techniquement, mais ça pose difficulté effectivement sur le contenu qu'on va y mettre, compte tenu de la différenciation qu'il peut y avoir entre telle ou telle collectivité. Il faut vraiment se mettre d'accord sur le niveau d'assurance qu'on souhaite. Ça, c'est pas évident, je pense. Parce que la question, elle est même sur savoir si une interco pouvait pas, au nom des communes représentées, négocier un contrat. Elle devrait pouvoir le faire si elle le souhaite, et qu'elle rentre dans ses compétences, dans ses prérogatives. D'accord, très bien. Bon, il y a un internaute qui nous précise, mais ça, bon, je pense qu'on le savait, que CT, CHSCT, ce seront CTS après 2022. C'est vrai que j'ai utilisé le terme CHSCT. Des questions d'ordre plus général. Le contrat de groupe ne risque-t-il pas de ne pas être adapté à tous les types de publics, âge, composition familiale, etc. Alors, j'ai tendance à dire que le contrat de groupe, on le construit, donc c'est à la collectivité de dire à quel niveau de garantie elle souhaite et qu'est-ce qu'elle souhaite voir pris en charge en termes d'assurance de composition familiale. Donc, on a relativement la main si on est bien conseillé, bien aidé et qu'on arrive à monter un contrat qui tienne bien la route. Voilà, il y a quand même… ça offre un niveau de garantie important si on arrive à le mettre en œuvre pour les agents. C'est à chaque collectivité de faire son cahier des charges en conséquence. d'accord. Toute une série de questions que j'ai regroupées un petit peu sur le régime de cotisation sociale agents et employeurs autour de la PSC et surtout le
le régime fiscal, à la fois pour les agents et pour la collectivité. Pascal? Alors là, vous me posez une colle parce que c'est un peu technique pour moi, mais j'ai tendance à dire que toutes les cotisations ne s'appliquent pas à l'aide versée, mais à vérifier. Jean-René, tu as des éléments sur… La question de la fiscalisation sur les problèmes des participations et des cotisations est une vraie question qui n'est pas véritablement tranchée, mais c'est vrai que c'est une vraie question. À la fois pour les agents et les collectivités. Ouais. Ouais. D'accord. Bon, par contre, on aura une réponse donc prochainement. Il y a une question qui s'adresse peut-être plus à la MNT ou en tout cas à une mutuelle. En changeant de contrat, allons-nous repasser par une période de stagiairisation? Je ne savais pas ce que c'était, je viens de découvrir, c'est le fait qu'il nous explique que lorsque nous avons intégré les primes dans les prévoyances maintien de salaire, la MNT nous a reconsidérés comme stagiaires pendant 1 an alors que nous étions adhérents depuis 10 ans. Ouais, ça, c'est pareil, au niveau des dispositions, c'est vrai que si ça peut être repris de façon complètement nouvelle, mais je pense que c'est ce qui est prévu effectivement dans les règlements, mais je pense qu'il y a des évolutions qui peuvent être possibles, qui peuvent être adaptées dans cette affaire, mais c'est vrai que de façon générale, ça peut se produire de cette façon. Très bien. D'autres questions sur le cas des agents qui… Ah oui, il me semble que les contrats de prévoyance excluent les agents déjà malades avant la mise en œuvre de la garantie. Quid de l'obligation dans ce cas? Question précise. Hein. Alors, Pascal, vous avez des éléments? Non? Jean-René? Moi, ce que j'ai compris à la lecture des textes, c'est que les décrets allaient dire dans quelles conditions les contrats seraient repris pour qu'il y ait le moins que ce soit pas pénalisant pour les agents au niveau des questionnaires santé, des pathologies en cours, etc. Et je pense que ça, il faut attendre les décrets d'application pour pouvoir répondre entièrement. on attend les décrets, mais c'est vrai qu'il serait logique que, effectivement, quand il y a un contrat qui existe dans cette affaire, qu'un contrat de prévoyance puisse s'adresser à tous les agents qui peuvent être concernés. Mais c'est vrai que ça devrait être précisé par les décrets parce que c'est pas suffisamment clair encore à ce jour. Très bien. Quels sont les motifs de résiliation d'une convention de participation? Je dirais que là aussi, dans le cahier des charges, dans les contre-régulations qui sont passées, voir s'il y a des clauses qui sont prévues pour ça ou pas, ou alors à ce moment-là qu'effectivement qu'un opérateur ne respecte pas ses engagements. Exemple, ce qu'on citait tout à l'heure, ça peut être envisagé. Vous fixez un prix dans cette affaire, bon, et puis pour un contrat qui a une durée de plusieurs années, et peut-être au bout de la première ou deuxième année, vous augmentez considérablement les cotisations. Et si ce n'est pas très clairement établi dans les contrats, dans cette affaire, ça peut être une des causes de résiliation. Mais tout dépendra effectivement, c'est pour ça que c'est très important pour les collectivités et c'est important pour les opérateurs qui veulent travailler de façon concrète et honnête, de bien établir des cahiers des charges. C'est là que, en termes de conseils, chaque collectivité est libre de faire ce qu'elle veut, mais on peut donner quelques conseils pour que ça soit bien sécurisé, aussi bien pour l'opérateur qui est la mutuelle, et aussi bien sûr pour la collectivité. Oui, Pascal. En complément, ça reste un marché public, donc voilà, prérogative de puissance publique, il y a toujours possibilité de dénoncer pour un motif d'intérêt général, mais la collectivité aura à le motiver et éventuellement à payer des indemnités actuarielles si jamais le contractant est trop pénalisé. Mais voilà, ça reste une possibilité. On est toujours dans le cadre des marchés publics, même si c'est un contrat de prévoyance. Et au sein de l'association, on a un DRH, Bruno Jarry, pour ne pas le citer, qui a eu à faire ça et qui nous a expliqué que c'était possible, mais il fallait le travailler la question. C'est vrai qu'on est dans le cadre des marchés publics et encore une fois, le cahier des charges qui est établi dans le cadre de ce marché public est fondamental. Alors, je propose, le temps passe très vite, on arrive quasiment à la fin de cette conférence. On va essayer de prendre encore une ou deux questions. Il y en a une, je ne la comprends pas exactement, peut-être vous saurez y répondre. Pour la santé, faudra-t-il 2 formules ou une mutuelle à la carte avec un plafond de participation de l'employeur en montant ou en pourcentage? Non. D'accord. Pascal, vous avez l'air d'avoir compris. Donc,
En fait, l'ordonnance dit qu'on devra aider à hauteur de 50% d'un panier qui sera défini dans le décret. Donc, on sera à 50% d'un montant défini. Donc, ça nous fera un montant en soi qui n'est pas encore connu. Je pense que voilà. Oui, ça sera un montant minimum. Ouais, ça va être défini effectivement ça, par le décret, ce montant minimum. Quant à l'expression là, que je comprends mutuelle à la carte, je ne comprends pas très bien qu'il puisse y avoir mutuelle à la carte. Très bien. Bon, donc on était trois à pas comprendre, mais on a quand même réussi. Vous avez quand même réussi à donner une réponse à une question qu'on n'a pas comprise. Et je trouve que Ouais, c'est quand même assez. On a peut-être mal. Deux dernières questions. Une sur les collectivités déjà en convention de participation arrivée à terme en 2026 peuvent reporter d'1 an. Peuvent-elles le faire sur le même montant de participation ou ce report doit-il respecter les nouvelles modalités? A priori, si c'est en finalité qu'ils reconduisent un contrat, que j'en font un autre, il faudra qu'il s'applique les nouvelles modalités qui ont été prévues, probablement. Enfin, c'est pareil, ça demandera à avoir quelques précisions sur la question. Je ne sais pas ce qu'en pense Pascal, mais moi je le vois comme ça. Pascal? Je pense que la question, c'est j'ai un contrat qui va au-delà de 2025. Qu'est-ce que j'en fais? Je pense qu'il faudra vérifier qu'il est bien en conformité avec les textes qui vont sortir en termes de couverture. Et si c'est le cas, il n'y a pas de raison qu'il soit plus valable, à mon sens. Il faut savoir que les textes sont beaucoup sortis là pour la fonction publique d'État où c'était très compliqué, mais la FPT n'était pas trop en retard et il y avait déjà une protection qui, pour certains, entretenait dans les critères minimums posés par l'ordonnance. Oui, tout à fait. Et puis enfin, il est quand même prévu, je crois que effectivement les contrats qui sont en cours peuvent arriver jusqu'à leur finalité, quoi. On parle des collectivités, on parle de l'État. On a un certain nombre de questions sur l'hospitalière. Qu'en est-il pour l'instant? Pour les hospitalières, il n'y a pas encore d'éléments précis prévus dans cette mise en place. C'est plus évolué pour la fonction publique territoriale et pour la fonction publique d'État. Donc, c'est vrai que là, c'est pas encore complètement finalisé. D'ailleurs, au sein de la mutualité de la fonction publique, qui regroupe à la fois la fonction publique d'État hospitalière et la fonction publique territoriale, cette question est évoquée. Et donc, il y a effectivement encore un certain nombre de zones d'ombre qui ne sont pas complètement définies à cet égard. La RIA sera-t-elle maintenue dans ce dispositif? Ah, mais on a des internautes qui sont très forts pour. La retraite pour invalidité, je sais pas. Oui. Non, mais il y a des questions. J'attends un peu, limite là, je sais pas. On peut supposer que oui. Maintenant, justement, quand on parle de retraite, il y a un lien à faire, même s'il n'est pas direct, avec le fait qu'il y ait une solidarité intergénérationnelle ou non, telle qu'on l'a évoqué, y compris dans la problématique des retraités. Donc c'est pour ça que c'est difficile de répondre assez précisément, mais je pense qu'il y a un lien qui existe entre les deux. Bon, il y a peut-être je vais poser une toute dernière petite question. Elle est très géographique parce que c'est toujours, on a souvent une question sur ce sujet-là. Est-ce qu'il en est, qu'en est-il pour la ville de Paris? Est-ce que elle est dans un statut particulier? Est-ce que Jean-René, tu as des infos sur ce sujet-là? A priori, j'ai pas l'info particulière sur l'île de Paris, mais on peut considérer que c'est malgré tout un statut particulier à part, mais c'est quand même une collectivité territoriale qui a une spécificité, mais que normalement elle devrait pouvoir rentrer dans le champ tel qu'il est prévu. Mais il est vrai que quand on parle de collectivité territoriale, quand on utilise son statut particulier, je pense que ce sera une précision à demander, mais a priori, la réponse est oui. Très bien. Bah, écoutez, là, on a répondu à beaucoup de questions. On arrive à peu près au terme de cette webconférence. Je voulais vous remercier tous les deux, d'abord pour votre disponibilité aujourd'hui, puis surtout d'avoir joué le jeu de ces questions et réponses. Ce n'est pas un jeu qui est si simple parce que on sait que dans ce domaine-là, il y a encore beaucoup de questions sur lesquelles il n'y a pas de réponse et il faut savoir le dire à certains moments. Ça prouve qu'il faudra en faire d'autres. Je voulais bien sûr remercier la MNT qui nous a permis de réaliser cette webconférence. Vous rappelez donc avec Sarah Deslandes qui fait partie de l'association des DRH des grandes collectivités, ce sera je crois le 20 mai
il y aura donc une webconf du même type sur le rôle et la place des centres de gestion, et ce qui est un sujet important et qui concernera beaucoup de collectivités de petite et moyenne taille. Et puis, vous dire que vous pourrez retrouver effectivement sur le site de VK un certain nombre de réponses à d'autres questions qu'on n'a pas pu évoquer par manque de temps, et puis éventuellement revisionner la webconférence qui était plus sous l'angle technique, je dirais, des détails du texte et de l'ordonnance. Voilà pour l'essentiel. Et sinon, à nouveau, un grand merci à tous les deux et à très bientôt. Merci. Merci.